Alors, depuis l'annonce des États-Unis, mercredi, suspendent les vols en provenance d'Europe pour un mois. Depuis cette adresse donc à la nation du président Trump, les choses ont bougé très vite. La situation est en évolution. J'analyse la réponse de nos gouvernements avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Manon, Daniel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, évidemment, cette nouvelle qui a pris beaucoup de monde par surprise aujourd'hui, le premier ministre Trudeau lui-même, qui est en isolement volontaire. Après que son épouse ait ressenti des légers symptômes qui pourraient s'apparenter au coronavirus. M. Trudeau donne l'exemple, en pas de chance. Daniel, c'était la bonne chose à faire? Bien, il n'y avait pas le choix, mais c'est un autre revirement majeur dans cette histoire-là parce que ça a un impact. Il y avait les rencontres avec les chefs des Premières Nations aujourd'hui, rencontres avec les premiers ministres. Doug Ford est en ville, Jason Kenney est en ville. Là, M. Legault n'était pas là. Il a fait une conférence de presse environ au même moment où on a appris ce qui se passait avec M. Trudeau. Mais ça illustre à quel point tout va vite, tout est chamboulé, les horaires. Et ça l'illustre bien. Je pense que quand les chefs politiques annulent des choses, ça rend ça peut-être plus facile aussi pour la population de suivre les directives qui sont de plus en plus contraignantes de la part des autorités publiques, d'éviter les gros rassemblements. Manon, vous êtes d'accord avec ça? Oui, C'était la chose à faire? Oui, c'était la chose à faire parce que on peut pas... Il est le premier ministre, il ne peut pas prendre de chance. Donc, il a intérêt à le savoir rapidement si, effectivement, lui et son épouse ont le COVID-19 et le coronavirus. Donc, et plus vite on aura la réponse, moins longtemps cet état de question. Parce que déjà, on posait la question à M. Trudeau, parce qu'il a été à un rassemblement où il y avait une personne qui a été, en Ontario, qui a été... on a découvert que cette personne-là était effectivement porteuse du virus. Donc, on n'était pas sûr. Les gens lui demandaient déjà, est-ce que vous allez être testé? Donc maintenant, il n'y a plus le choix. Là. Au moins, ça va clarifier les choses. Joël Denis? Il est à la maison, mais il continue quand même de servir comme premier ministre. Il peut faire des appels. Aujourd'hui, il a parlé d'ailleurs au premier ministre de l'Italie pour lui exprimer sa solidarité. Et donc, il va y avoir aussi une conférence par vidéoconférence avec les premiers ministres demain, ce que j'en comprends. Donc, il peut quand même continuer à travailler. Et ça, évidemment, c'est la bonne nouvelle. Il fait du télétravail. Voilà. C'est ce qu'on demande aux travailleurs qui peuvent le faire, de travailler de la maison. M. Trudeau donne l'exemple. Oui, et ça pourrait avoir des suites. Est-ce que d'autres ministres, il y a le ministre chez M. Reagan qui est aussi en isolement volontaire, le chef du NPD également qui a décidé de rester à la maison parce qu'il se sentait un peu moins bien. Donc, il y a la classe politique n'est pas à l'abri de ce genre de choses et on le voit bien avec M. Trudeau. Un dont on peut se poser la question, s'il donne l'exemple, c'est le président des États-Unis, M. Trump, qui n'a pas cru bon aviser les autorités canadiennes qui suspendaient les vols en provenance de l'Europe, même si ça peut avoir quand même des conséquences majeures sur le Canada. Daniel, jusqu'à quel point ça complique la gestion de la crise au Canada que ce comportement-là du président américain? C'est la gestion mondiale. Donc, il y avait des faussetés ou des choses qui ont été mal expliquées dans l'annonce de M. Trump. Donc, déjà, il a induit les gens en erreur. Il y a des Américains en Europe. Transport cargo, notamment. Oui, il y a des gens en Europe aussi, des Américains qui pensaient qu'ils ne pourraient pas revenir aux États-Unis s'ils ne revenaient pas avant vendredi. Donc, ça rend la situation plus volatile. Ça rend, je pense, qu'il y a une partisanerie aussi qui est au cœur du débat aux États-Unis, que M. Trump amène la bataille entre les républicains et les démocrates. Ici, ça a été très partisan. Il ne faut pas oublier que 2020, il s'est passé beaucoup de choses, les barricades avec sur les rails, des enjeux comme ça qui ramenaient un peu la partisanerie. Là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première journée où on sent que ça s'efface un peu. Et c'est peut-être aussi quelque chose que les gens voient ce qui se passe aux États-Unis et ne veulent pas que ça se passe ici. Oui, parce que la ministre Freeland l'a dit, il faut absolument être informé dans des situations comme ça. C'est des décisions qui sont vraiment importantes. Et puis là, il va y avoir des discussions avec M. Pompeo et tout. C'est un gros défi pour elle quand même. Là. Oui, parce que le problème qu'on a dans toutes les grandes crises majeures en général, où les pays se disent on doit être solidaire et travailler de commun accord, traditionnellement, les États-Unis étaient dans le peloton de tête. Ils menaient la charge avec les autres. Là, actuellement, l'ensemble du monde essaie de travailler dans le même sens, mais il y en a... Ils ont ce loose cannon, excusez-moi, il est comme un pinball machine. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et donc, les gens sont toujours pris que les messages sont contradictoires. Ils se retrouvent donc... Et en plus, il a tellement discrédité les institutions américaines que la perte de confiance dans ces institutions-là fait qu'une partie de la population américaine qui doute même que ce soit sérieux... Mais il contredit ses scientifiques.
Tout à fait. Oui. Et qui se font reprocher, se sont fait reprocher au Congrès hier, de ne pas avoir rouspété pour le remettre à sa place. Parce que je vais donner en plus de contredire ces scientifiques, évidemment, il a donné de la mauvaise information dès le départ sur la crise. Il a minimisé les risques de la crise. Il a dit finalement le nombre de cas d'infection diminue alors que ce n'était pas le cas. Hier, il s'est trompé dans son adresse à la Nation. Qu'un vaccin aussi était sur le point d'être trouvé, c'est pas le cas. Ça complique les choses. Oui, puis M. Trump, par sa déclaration hier soir, je pense, vient d'aggraver la situation à travers la planète. On l'a vu avec et sur le marché boursier. Et tout. Et donc, a probablement officialisé une récession mondiale avec ce qui se passe. Interdire les voyageurs en venant de l'Europe de venir aux États-Unis, ça va avoir un impact majeur sur l'économie mondiale. Déjà que des entreprises comme Boeing et le secteur touristique aux États-Unis allaient souffrir, bien là, tout le monde va s'en ressentir. Maintenant, c'était aussi intéressant de comparer ce qu'a fait M. Trump avec le candidat à la primaire démocrate, Joe Biden. Il a prononcé un discours aujourd'hui et lui avait l'air d'un président en il se comporte devenir. déjà. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et je pense que ça va peut-être influencer la dynamique de la campagne américaine de voir que Joe Biden déjà propose des solutions. Je dirais même heureux de voir que la Maison-Blanche adopte ce qu'il propose comme solution à la crise et de voir Trump s'enfoncer, lui, dans une partisanerie sans nom. Donc, pour les Américains, je pense que le choix va devenir très clair entre M. Trump et M. Biden, d'autre part, aux élections présidentielles. Mais on est encore loin. Oui, c'est ça. On verra l'impact sur la présidentielle américaine du comportement de M. Trump. Je vais revenir sur ce qui se passe au Canada. Le plan d'action qui a été annoncé mercredi par le gouvernement Trudeau, ce fonds de 1 milliard pour aider, entre autres, les provinces à affronter les impacts du coronavirus. Qu'est-ce que vous pensez, Daniel, de l'attitude de l'opposition? Tous les partis d'opposition ont trouvé des lacunes dans le plan. Qu'est-ce qu'on doit penser? C'est un principe, c'est complexe, c'est des montants. Je pense que c'est pas une coïncidence que ce soit au moins 1 milliard. C'est un beau chiffron. Les gens comprennent que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que ça va être tout dépensé? Même si c'est moins que d'autres pays. Est-ce que ça va être assez? Je pense qu'il faut s'attendre aussi à d'autres investissements pour amener l'économie vers la voie de la croissance ou pour combattre les enjeux économiques. Je pense qu'il y a toujours je sens de ce temps-ci, chez les chroniqueurs, chez l'opposition, chez les critiques, une envie d'avoir des solutions rapides, mais peut-être qu'il faut aussi analyser les problèmes avant d'arriver à des bonnes solutions. Donc, c'est pour ça qu'on met de la pression. Je pense que le gouvernement est en voie de s'adapter aussi à l'évolution de la situation. Il faut mettre de l'argent, mais il faut bien la dépenser aussi. Oui. À quoi ça sert de créer? Si on avait annoncé 2 milliards, est-ce que ça aurait été mieux? 3? Je ne sais pas c'est quoi la bonne parce réponse. qu'au lendemain de l'élection, évidemment, l'élection du gouvernement minoritaire, tout le monde avait le mot à la bouche, collaboration. Est-ce que, justement, là, on n'est pas dans un moment où c'est le temps de se serrer les coudes? Et ceux qui ont manqué le coche, entre autres hier, ce sont les conservateurs. Ils ont passé la première demi-heure de la période des questions, qui dure seulement 45 minutes. Ils ont passé à attaquer M. Trudeau sur un tout autre sujet, au lieu de l'amener directement sur ce qui préoccupe à peu près tous les Canadiens en ce moment et le milieu économique. Le Bloc et le NPD avaient des critiques, mais qui étaient très ciblées, qui demandaient pourquoi vous n'avez pas fait tel aspect, pourquoi vous avez, entre autres, on parle de l'aide pour les gens qui doivent se mettre en quarantaine, donc un soutien aux revenus à travers l'assurance-emploi. Le NPD, avec justesse, a souligné, oui, mais tous ceux qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi, vous faites quoi? Dont des gens qui ont des statuts très précaires. Donc, c'était des questions légitimes, mais qui n'avaient pas la partisanerie qu'ont eu les questions conservatrices. Il a fallu attendre beaucoup plus tard, au bout d'une demi-heure, pour avoir les premières questions des conservateurs sur le plan lui-même. Et pour une fois, on n'avait pas le droit à du monde qui jappait des attaques et qui criait. C'était entre autres M. Pierre-Paul Husse qui a posé une question tout à fait posée pour savoir. Mais bon, eux ont d'autres idées. Bon, c'est correct. Mais non, là-dessus, je trouve qu'aujourd'hui, le ton s'est replacé à la Chambre des communes. Je pense que là, ça a frappé l'imagination, le fait que M. Trudeau se mette en isolement, le fait que M. Trump hier a chamboulé les plans de tout le monde sans demander l'avis de personne. Là, tout à coup, peut-être les gens réalisent qu'au Canada, jusqu'à présent, c'est une crise qui a été quand même relativement bien gérée. Et un qui avait quand même une attitude il était plus en mode solution, c'est François Blanchette, le chef du Bloc québécois, qui a proposé, lui, au premier ministre, de faire une conférence de presse quotidienne avec les autorités médicales pour bien informer la population. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de François Blanchette? Encore une fois, M. Blanchette nous surprend et ça démontre une chose, c'est que le Bloc québécois, avant d'avancer, de se pointer à la Chambre des communes, fait ses devoirs. Arrive
avec des solutions qui sont réfléchies, sensées, que le gouvernement pourrait très bien reprendre à son compte pour le bien commun de tous. Donc, le Bloc québécois, je pense, si quelqu'un a pensé à la collaboration durant la session parlementaire, c'est bien ce parti qui n'y va pas d'attaque partisane indécente, s'élève au-dessus de la mêlée parce que les crises et les circonstances l'exigent. Donc, chapeau au Bloc québécois, je vous dirais. Et pour revenir aux 1 milliard qui a été dépensé, je suis d'accord avec Daniel, c'est le premier versement qu'on va voir du gouvernement fédéral. Il va y en avoir d'autres et la facture risque d'être salée. Moi, je pense que la crise entourant le coronavirus va coûter au moins 6 à 10 milliards de dollars. Surveiller le déficit qui va être annoncé dans le budget qui va être déposé le 30 mars. Parce que ça a été annoncé mercredi, effectivement. Oui, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que la crise, parce qu'elle est aussi aggravée par la crise du prix du pétrole, de cette guerre de prix qu'il y a entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui a un impact sur notre économie et sur le budget. Donc, les deux s'entremêlent. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça peut effectivement coûter si cher. Oui. La suite, donc, le 30 mars pour le budget. Je veux vous entendre sur la gestion de cette situation. Je pense qu'on va dire gestion de crise par le gouvernement du Québec. François Legault qui a donné un point de presse aujourd'hui, qui a fait état de la situation. Il s'engage à rencontrer les journalistes avec les autorités médicales pour parler à la population de façon quotidienne. Comment vous trouvez qu'il s'en tire, Daniel? Bien, ça a été intéressant aujourd'hui. C'était très sérieux. Je vais faire un autre contraste. Doug Ford est en ville. Il se fait demander qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent quitter le pays pour la semaine de mars. C'est la semaine de mars qui s'en vient en Ontario. Oui. Et il dit allez-y, amusez-vous, profitez-en. Et là, on avait M. Legault qui disait je traduis, mais c'est littéralement ça. Et M. Legault, aujourd'hui, était très sérieux, amène des mesures de demander à tout le monde de s'isoler, de demander aux gens de s'isoler volontairement s'ils reviennent de l'extérieur, de réduire de beaucoup les rassemblements, de plus de 250 personnes, de les éliminer. Donc, c'était un point de presse qui était très efficace, qui explique bien, je pense que c'est d'expliquer aussi à la population qu'il faut prendre des mesures graduelles, de ne pas tout faire tout d'un coup, mais aussi que des fois, pour éviter qu'il y ait une crise ici, que ça prend aussi des mesures assez sérieuses. Manon, est-ce que vous pensez que la réponse du gouvernement du Québec est adéquate ou exagérée? Écoutez, je pense qu'on est... Moi, je suis mal placée pour dire si c'est exagéré ou pas. Je suis sûre qu'il me manque des faits. On l'a vu hier, la ministre fédérale de la Santé a dit, écoutez, si vraiment on se retrouve un peu plus frappé de façon plus grave, on peut se retrouver avec près entre 30 et 70 de la population touchée. Il faut se rendre compte que la très grande majorité, ce sont des symptômes qui sont très faibles. C'est léger. C'est léger comme maladie. Mais bon... Un point de presse tous les jours du premier ministre, je ne suis pas sûre que c'est nécessaire. Des gens de la santé publique, par contre, oui, parce que ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt partisan ou quoi que ce soit et leur information est normalement très à jour. Et je pense que ça, c'est effectivement très efficace et très nécessaire. Oui. Il y a plein d'événements aussi qui sont annulés. La Ligue nationale de hockey a suspendu la saison jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que, Joël Denis, on est en train de surréagir? La question est bonne et je pense que dans le cas de cette crise, il est important de se ranger du côté de la prudence. Et je pense que ce que font les autorités. Dans le cas de M. Legault, je trouve intéressant que le Québec, pour le moment, est la province qui est le moins affectée par le coronavirus, contrairement peut-être à la Colombie-Britannique et l'Ontario. Mais il va plus loin que ces deux provinces. Il semble celle qui réagit le plus. Oui, voilà. Maintenant. Et donc, lui, vraiment, maximise la prudence pour éviter que ça affecte trop le Québec. Donc, je pense que c'est deux stratégies différentes, mais qui ont quand même des effets. Il nous reste moins de 2 minutes. Il y a eu vraiment plusieurs crises depuis le début de l'année, l'écrasement d'avions, les blocus ferroviaires, il y a maintenant la crise du coronavirus. Est-ce que, Daniel, c'est le plus gros test de leadership pour le premier ministre? Je ne dirais pas depuis le début de l'année, mais depuis qu'il est élu en 2015. Probablement, mais c'est aussi le plus gros test de Justin Trudeau 2.0, qu'on peut dire. L'homme qui a perdu les élections, il a gagné seulement une minorité. Il est revenu, il a la barbe, mais il y a un nouveau personnage, il y a une autre personnalité, se met moins à l'avant-plan. Et les crises conviennent bien à tester ce modèle-là et de voir si c'est bel et bien la personne qui, lors des prochaines élections, les Canadiens voudront-ils lui donner un mandat majoritaire ou un mandat minoritaire ou le mettre à la porte. Mais je pense que c'est un bon test, cette nouvelle personnalité-là, de quelqu'un qui s'adresse aux vrais problèmes ou qui cherche au moins à confronter les vrais enjeux. Manon, qu'est-ce que vous en pensez sur le test de leadership? Oui, c'en est un, parce que, et ce que moi je trouve intéressant, c'est le fait d'avoir tout à coup partagé l'avant-scène avec plusieurs de ses ministres les plus solides. On pense à Mme Freeland, M. Morneau et Mme Ajdou, qui a eu l'intelligence d'être toujours accompagnée des gens de la santé publique.
de telle manière à partager le fardeau et d'être là, lui, au moment clé. Parce qu'il a une faiblesse, M. Trudeau. Il manque de capacité pédagogique sur des dossiers complexes et d'être précis, factuel, d'une manière à taire des attaques inutiles. Et il était aussi un paratonnerre, on le sait beaucoup, pour la droite. Joël Denis, là-dessus. Trudeau joue d'un certain avantage parce que je ne pense pas que les Canadiens vont tolérer toute partisanerie dans cette crise-là. Donc, les conservateurs vont perdre des plumes s'ils continuent à être partisans comme ils le sont. Et les autres partis qui proposent la collaboration, ça ne peut que profiter à M. Trudeau. Il peut en profiter s'il joue bien ses cartes. Et jusqu'ici, je pense qu'il a bien fait en mettant de l'avant les ministres les plus solides de son cabinet. Oui, et on dit que la crise va durer des semaines, voire des mois. Il faudra voir les impacts politiques que ça va avoir. Et économiques aussi. Et économiques, et bien sûr, mais politiques également. Oui, tout à fait. Joël Denis, Manon, Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.